Alors, bonsoir à tous. Je voudrais consacrer quelques minutes à décrypter les deux derniers communiqués du ministère français des Affaires étrangères sur la crise malienne, à l'intention du peuple frère du Mali, à l'intention des peuples africains et de tous les amis de la liberté en lutte actuellement sur le continent noir. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur la méthodologie diplomatique de la puissance française dans la crise malienne, afin que tout le monde comprenne comment ça fonctionne sur toutes les autres crises. Car le positionnement diplomatique de la puissance française autour de la crise malienne actuelle est un modèle de son attitude dans toutes les crises politiques africaines en cours. Et bien comprendre les deux derniers communiqués du ministère français des Affaires étrangères concernant la situation au Mali peut aider les peuples, les cadres, les observateurs africains sincèrement engagés pour la naissance de l'état de droit et de la démocratie en Afrique à progresser en intelligence, en anticipation, en vigilance, en compréhension. Voilà pourquoi je voudrais brièvement m'appesantir sur ces deux communiqués afin d'attirer l'attention des analystes politiques, des citoyens, des peuples africains en lutte pour la véritable indépendance, sur ce que je peux appeler la duplicité, la malignité diplomatique et stratégique de la puissance française dans les affaires africaines. Bienvenue et nous commençons aussitôt. Chers amis, la puissance française a publié hier, le 18 août 2020 et aujourd'hui 19 août 2020, deux déclarations par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Deux déclarations sur la situation politique au Mali, la crise politique au Mali. Il faut lire ces deux déclarations, car parfois, notre public, nos publics africains ont la faiblesse de ne pas prendre suffisamment de temps pour lire. Et il faut lire, analyser. Analyser pour comprendre. Comprendre pour anticiper. Anticiper pour mieux se libérer. Certains, par paresse intellectuelle, disent « ça se passe au Mali ». Ça ne se passe pas au Gabon, ça ne se passe pas directement au Congo, ça ne se passe pas directement au Cameroun, ça ne se passe pas directement en Côte d'Ivoire, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au Cameroun. C'est une faiblesse à la fois de compréhension, une faiblesse d'esprit et de vision. Tout ce qui se passe à travers le monde en général, à travers l'Afrique en particulier, et dans chacun des pays africains, doit dans toute la mesure du possible attirer notre attention, car nous pouvons y trouver des éléments pour débloquer et comprendre des situations qui, ailleurs, nous sont incompréhensibles. Voilà pourquoi l'analyste politique ne s'interdit aucun regard. L'analyse politique ne s'interdit aucune inspiration. L'analyse politique ne se coupe d'aucun champ épistémique. Et le citoyen qui veut participer à l'émancipation réelle de son peuple, à l'émancipation réelle de sa communauté, à l'émancipation réelle de sa nation, de sa sous-région, de son continent, est un citoyen qui a l'esprit ouvert et non pas l'esprit borné. C'est un citoyen qui n'est pas enfermé dans les frontières héritées du colonialisme. C'est un citoyen qui a une conscience au moins panafricaine et une conscience intentionnellement universelle. Ces remarques étant faites, allons-y immédiatement à l'objet de cette intervention du soir. Commençons par le communiqué d'hier. Lorsque le 18, l'armée malienne s'est mutinée et a procédé à l'arrestation de l'essentiel du gouvernement malien, des autorités du régime malien, du président Ibrahim Boubacar Keïta, voici ce qui a été publié. Le communiqué publié par M. Jean-Yves Le Drian. C'était le communiqué suivant. Déclaration de Jean-Yves Le Drian. La France a pris connaissance avec inquiétude de la mutinerie qui s'est engagée aujourd'hui à Kati au Mali.
Elle condamne avec la plus grande fermeté cet événement grave. À cet égard, la France partage pleinement la position exprimée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le communiqué qu'elle vient de faire paraître et qui appelle au maintien de l'ordre constitutionnel et exhorte les militaires à regagner sans délai leurs casernes. La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. Les autorités françaises au plus haut niveau restent très attentives à l'évolution de la situation au Mali. Fin de citation. Ça, c'était le communiqué d'hier, 18 août. On peut avoir une idée peut-être de l'heure à laquelle ce communiqué a été publié. Quand on regarde sur le site du ministère français des Affaires étrangères, on n'a pas immédiatement l'heure. Mais peu importe, ça a été publié hier. Ça, c'est le premier communiqué. Mais il faut, avant de procéder à l'analyse, lire le deuxième communiqué. Celui qui a été publié aujourd'hui, 19 août 2020, par le même ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, M. Jean-Yves Le Drian. Que dit-il aujourd'hui, 19 août 2020? Nous lisons. La France a pris acte de l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle appelle à sa libération immédiate ainsi que des membres du gouvernement actuellement retenus. La France se tient comme elle l'a toujours fait aux côtés du peuple malien. Elle s'est engagée à la demande de ce pays en poursuivant deux priorités: l'intérêt du peuple malien et la lutte contre le terrorisme. Elle réaffirme son attachement à la souveraineté, au respect des institutions, à la vie démocratique et à la stabilité du Mali. Elle encourage toutes les forces politiques et sociales au dialogue pour trouver une solution à la crise profonde que traverse le pays et appelle au rétablissement sans délai d'un pouvoir civil. Les autorités françaises sont en contact avec les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine et du G5 Sahel pour soutenir leurs efforts. Ça, c'est le communiqué publié donc aujourd'hui par le même ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Je vous invite à constater d'abord la différence entre le communiqué d'hier et le communiqué d'aujourd'hui. Et pour cela, pour commencer notre analyse, retournons au communiqué d'hier. Une fois que vous avez une première lecture du texte, commençons. La France a pris connaissance avec inquiétude de la mutinerie qui s'est engagée aujourd'hui à Kati au Mali. Elle condamne avec la plus grande fermeté cet événement grave. Donc hier, ce que la France condamnait, ce n'est pas le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais c'est la mutinerie qui a eu lieu à Kati au Mali. À cet égard, la France partage pleinement la position exprimée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans le communiqué qu'elle vient de faire paraître et qui appelle au maintien de l'ordre constitutionnel et exhorte les militaires à regagner sans délai leurs casernes. Dans le deuxième paragraphe, la France dit qu'elle s'aligne derrière la position de l'organisation politique régionale, la plus importante, la CEDEAO. Or, dans le communiqué de la CEDEAO, elle, condamnait ce qu'elle considère désormais comme un coup d'État, comme une violation de l'ordre constitutionnel et exigeait le retour à cet ordre constitutionnel. Autrement dit, dans le deuxième paragraphe de son communiqué du 18 août 2020, la France se range derrière la position qu'aurait adoptée donc la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre la position française d'hier si on ne sait pas ce que la CEDEAO a dit. Mais, pour l'essentiel, la CEDEAO, elle a interprété les événements d'hier, 18 août, comme étant la remise en cause de l'ordre constitutionnel, comme étant un coup d'État, et a demandé que cet ordre constitutionnel soit immédiatement et totalement respecté, qu'il ne soit pas atteint et qu'il soit conservé comme tel. Donc la CEDEAO était dans une position conservatoire du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta
Et c'est cette position conservatoire du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta que la France défendait hier. Puisque la CEDEAO demandait ni plus ni moins au peuple malien et aux forces militaires du peuple malien que de rentrer dans leurs maisons et dans leurs casernes et de se soumettre au magistère continu de M. Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement avec son premier ministre, M. Boubou. Troisième paragraphe. La France réaffirme avec force son plein attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. Dans ce troisième paragraphe, la souveraineté est évoquée. Mais qu'est-ce que c'est que la souveraineté? La souveraineté, c'est la puissance du peuple. C'est le droit du peuple à disposer de lui-même. Attention, la souveraineté, ce n'est pas simplement l'ordre constitutionnel, non. La souveraineté, c'est le respect de la volonté du souverain. C'est-à-dire le respect de la volonté du peuple malien. Donc, paradoxalement, la même France qui, dans le deuxième paragraphe de la déclaration d'hier, prétend soutenir l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire, finalement, soutenir le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, dans le troisième paragraphe de sa déclaration d'hier, elle se prépare déjà à soutenir non plus l'ordre constitutionnel, mais l'ordre de la souveraineté, c'est-à-dire la volonté populaire. Et elle ajoute, attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Par définition la plus large, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc la même France qui, dans le deuxième paragraphe hier, se range pour la défense du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, dans le troisième paragraphe d'hier déjà, dit qu'elle est pleinement attachée au peuple malien, à la démocratie malienne, c'est-à-dire à ce que le peuple malien voudra. Ainsi, vous voyez que dans son communiqué d'hier, la France met déjà deux fers au feu. Un fer du côté d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement, des fois qu'ils auraient emporté le bras de fer d'hier contre le peuple malien et contre l'armée malienne. Si M. Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement avaient remporté, la France se tiendrait derrière eux. Mais déjà hier, la France a mis un deuxième fer au feu. En soutenant la souveraineté et la démocratie malienne, elle affirme qu'elle soutient le peuple. C'est-à-dire qu'elle soutient à la fois une chose et son contraire. Le gouvernement, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, vomi par le peuple frère du Mali, est soutenu dans le deuxième paragraphe. Alors que dans le troisième paragraphe, cette fois-ci, c'est le peuple malien vomissant le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta qui est soutenu. Ainsi, la France se met dans une position où elle se prépare à avoir raison dans les deux cas. C'est-à-dire d'avoir raison, y compris si elle a tort. Elle met un fer du côté du gouvernement IBK. Des fois que ce gouvernement réussirait à rétablir son autorité sur la population et sur l'armée, la France dirait, ben nous nous tenons aux côtés du gouvernement malien, nous nous tenons aux côtés du respect de l'ordre constitutionnel. Et puis, de l'autre côté, si Ibrahim Boubacar Keïta ne parvient pas à s'imposer par la force contre les militaires et la population, s'il ne parvient pas à s'imposer par la ruse, s'il ne parvient pas à s'imposer par un retournement de situation, la même France se prépare à travers le communiqué du 18 déjà à dire un mot doux et même plusieurs mots doux au peuple malien. Et on en vient à la dernière phrase de ce communiqué. Les autorités françaises au plus haut niveau restent très attentives à l'évolution de la situation au Mali. Cette dernière phrase veut dire le point de vue de la France sur le Mali est prêt à évoluer en fonction du rapport de force sur le terrain au Mali. Je recommence. Le point de vue de la France sur ce qui se passe au Mali est prêt à évoluer, à changer en fonction de l'évolution du rapport de force. C'est-à-dire que la dernière phrase du communiqué prévient les forces politiques maliennes de tous bords et les analystes politiques que la France est prête à s'adapter et qu'elle a deux fers au feu. Un fer du côté du gouvernement vomi et un autre fer du côté de la population, du peuple en colère et des forces qui revendiquent une nouvelle alternance démocratique, une nouvelle alternance politique à la tête de l'État. Donc, elle est prête à assurer ses intérêts des deux côtés. C'est ce que j'appelle dans cette conférence la diplomatie de la duplicité, la diplomatie de la contradiction éthique, la diplomatie de la confusion, de la division, de l'exploitation de la naïveté, de l'opinion, de l'exploitation de la naïveté d'une certaine classe politique et de l'exploitation de la naïveté même, ou même plutôt de l'indifférence de l'opinion française elle-même envers ce qui se passe en Afrique.
dans le communiqué du 18 août, on voit très bien que la politique française en Afrique n'est pas déterminée par des principes démocratiques. Elle n'est pas déterminée par une éthique de civilisation. C'est une politique complètement pragmatique et essentiellement déterminée par la garantie des intérêts de la puissance française dans quelques pays que ce soit. Ce ne sont pas les peuples d'Afrique qui intéressent la puissance politique française. Ce qui l'intéresse, c'est de s'assurer les moyens de sa puissance politique, économique, stratégique, industrielle, eh bien, s'il le faut à chaque fois, au détriment ou avec la contribution des peuples. Ça, c'était le communiqué d'hier. Maintenant, voyons la France constatant la défaite sur le terrain d'Ibeka. Voyons ce que la France va dire aujourd'hui, en moins de 48 heures. Voyons le changement de ton. Voyons le changement de discours de la puissance française. C'est tout à fait extraordinaire. On devrait former tous les cadres des partis politiques africains à analyser la politique française à partir de ce genre de séquence et à se prédisposer à comprendre comment fonctionne cette élite politique. Allons-y au communiqué du 19. Et nous allons l'analyser, vous allez voir tout ce qui a changé. Nous arrivons aujourd'hui. La même France parle, par la même bouche, celle de M. Jean-Yves Le Drian. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? La France a pris acte de l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce que cela veut dire? Au deuxième paragraphe du communiqué d'hier, la France disait soutenir la CEDEAO, condamnant un changement qui ne respecterait pas l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire un changement de régime politique. Ça, c'était hier, au deuxième paragraphe. Mais ici, dès le premier paragraphe, la France prend acte du fait que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été capable d'imposer son gouvernement au peuple malien révolté, au peuple malien en colère, au peuple malien qui l'a vomi, et que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas été capable de rétablir son autorité sur l'armée malienne, qui est une partie du peuple malien. Et là, tout d'un coup, la France oublie qu'elle a prétendu, dans le deuxième paragraphe de sa déclaration d'hier, en se cachant derrière la CEDEAO, qu'elle allait absolument imposer de force au peuple malien l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'elle allait forcer le peuple malien à continuer à reconnaître comme président M. Ibeka et son gouvernement, alors que ceux-ci sont incapables de répondre aux aspirations profondes du peuple malien. Là, la France prend acte. Cela devrait renseigner tous les Africains qui sont en lutte, partout sur le continent africain. Si sur le rapport de force, face aux dictateurs, face aux dirigeants incompétents, corrompus, criminels, aux dirigeants vomis, les peuples, les oppositions africaines établissent un rapport de force qui est défavorable à ces dictateurs, à ces dirigeants corrompus, à ces dirigeants vomis, la France écrira exactement le même communiqué. La France a pris acte de l'annonce de la démission. Mais la démission, elle a eu lieu quand? Elle a bien eu lieu hier. Et la France savait, parce qu'elle suit de près l'évolution des événements sur le terrain, que Ibrahim Boubacar Keïta allait démissionner. Je recommence. La puissance française savait qu'Ibrahim Boubacar Keïta allait démissionner. Elle savait qu'il a perdu la confiance du peuple malien et qu'il a perdu à l'intérieur du peuple malien la confiance de la quasi-totalité des forces de défense et de sécurité. La France le savait. Pourtant, hier, elle a fait semblant de défendre l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, elle ne parle plus d'ordre constitutionnel. C'est terminé. Elle prend acte de l'annonce de la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est-à-dire que la France reconnaît qu'Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus le président légitime et légal de la République du Mali. Ça s'est passé en moins de 48 heures. Et alors, pour nous faire oublier qu'elle est en train de se contredire, la France continue. Elle appelle à sa libération immédiate ainsi que des membres du gouvernement actuellement retenus. Il y a quand même une contradiction. Vous ne pouvez pas d'un côté prendre acte du fait que le monsieur a démissionné, c'est-à-dire qu'il a démissionné sous un cas de force majeure. Il a démissionné parce qu'il a perdu le rapport de force et le contrôle de l'autorité sur le terrain. Il a démissionné parce que plus fort que lui, le peuple malien, et au sein du peuple malien, l'armée malienne l'ont contraint à démissionner. Vous ne pouvez pas à la fois reconnaître et prendre acte de cela et vous comporter comme si Ibrahim Boubacar Keïta peut se libérer lui-même.
comme s'il pourrait immédiatement se rendre tranquillement chez lui. Alors que vous savez que le peuple malien, et à l'intérieur de ce peuple, l'armée malienne, l'ont mis en état d'arrestation avec de nombreux membres de son gouvernement pour haute trahison, pour impuissance, pour incompétence, pour haute corruption et pour vassalité aveugle aux injonctions de l'impérium politique français. Donc, voyez-vous l'hypocrisie de la deuxième phrase de ce premier paragraphe. Elle appelle à sa libération immédiate. Non, la France savait très bien que Ibrahim Boubacar Keïta tomberait. Elle le savait. Et il faut que les Africains le sachent. Quand la France est là, elle est bien renseignée, elle voit qu'un dirigeant va tomber. Et quand vous voyez la France commencer à mettre deux fers au feu, c'est qu'elle sait déjà que ce dirigeant-là ne tiendra pas debout. Allons au deuxième paragraphe. Et là, tout d'un coup, le grand absent du communiqué du 18 août 2020, le grand absent de ce communiqué fait son entrée dès le deuxième paragraphe. La France se tient, comme elle l'a toujours fait, aux côtés du peuple malien. Ah oui, dans le communiqué d'hier, le peuple malien n'était pas une priorité. Dans le communiqué du 18, la priorité c'était soutenir la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais on parlait implicitement du peuple malien à travers la notion de souveraineté et la notion de démocratie. Ça, c'était hier. Le peuple malien n'était pas célébré comme tel. Mais là, tout d'un coup, la France devient l'ami extraordinaire du peuple malien. La France se tient comme elle l'a toujours fait. Le fait de dire comme elle l'a toujours fait est un aveu qu'elle ne l'a pas toujours fait. Et qu'elle le dit pour cacher qu'elle ne l'a pas toujours fait. Elle se tient comme elle a toujours fait aux côtés du peuple malien. Elle est devenue gentille. Elle adore les Maliens, la France. Elle est tellement heureuse. Elle s'est engagée à la demande de ce pays en poursuivant deux priorités. Première priorité de la France au Mali, l'intérêt du peuple malien. Deuxième priorité, la lutte contre le terrorisme. Ce deuxième paragraphe est complètement mensonger. La France se tient aux côtés du peuple malien. Elle peut le dire. Mais elle ne se tient pas aux côtés du peuple malien uniquement dans l'intérêt du peuple malien et simplement de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas vrai. Ce deuxième paragraphe est mensonger. La France se tient aux côtés du peuple malien parce qu'elle a des intérêts au Mali, au Niger, au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. La France a des intérêts économiques énormes. Et ces intérêts économiques ont une dimension stratégique et géostratégique parce qu'une partie de ces matières premières stratégiques, telles que l'uranium, l'or, le cobalt, le manganèse, sont extraites principalement dans cette région. Monsieur Le Drian doit apprendre à parler un langage de vérité. La France n'est pas au Mali simplement par amour des Maliens. C'est faux. La France n'est pas en Afrique simplement par amour des Africains. C'est faux. Sans quoi il faudrait dire que la colonisation fut un très grand acte d'amour et que la traite des Noirs fut le summum de la déclaration d'amour, eh bien, des négriers français aux Africains. Non. La puissance française est au Mali et en Afrique en général pour s'assurer prioritairement de la défense de ses intérêts économiques, de ses intérêts stratégiques, de ses intérêts d'influence mondiale. Et, secondairement, elle essaye, du mieux qu'elle peut, dans toute la mesure du possible, de rendre ses intérêts à elle compatibles avec les intérêts des gouvernements ou des peuples, en fonction de l'équilibre qu'il y a entre les gouvernements et les peuples. Quand les gouvernements en Afrique francophone sont beaucoup plus puissants que les peuples, c'est-à-dire quand les gouvernements sont des dictatures, la France se range du côté des dictatures parce qu'elle garantit ses intérêts grâce aux dictateurs. Quand les peuples s'avèrent plus puissants que les gouvernements, quand les peuples imposent leur puissance au gouvernement, que fait la France? Elle négocie ses intérêts avec les forces représentatives des peuples. Donc ce n'est ni par amour des gouvernements africains, ni par amour des peuples africains que tantôt d'un pays à un autre, la France est plutôt du côté des représentants des peuples, quand ceux-ci sont les plus forts, ou
plutôt d'un côté des dictateurs antipopulaires, quand ceux-ci sont les plus forts dans le rapport de force. Il s'agit pour elle de s'assurer dans les deux cas de la stabilité et même de la croissance de ses intérêts économiques, géostratégiques, culturels, politiques et tout le reste. Les Africains doivent donc savoir que la lutte contre le terrorisme au Mali n'est pas une lutte par amour des Africains. C'est parce que si le terrorisme triomphe au Mali, nous qui vivons sur le territoire français, nous allons connaître une insécurité encore plus grave en raison des flux de population qui vont être non seulement aggravés, mais de flux de population qui vont exposer le sol métropolitain français à subir les conséquences de cette instabilité sous-régionale. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et il faut que cela soit clair pour tout le monde. Je renforce un peu l'alimentation d'énergie ici, avant que vous ne soyez coupés. Excusez-moi, chers amis, j'ai une baisse de batterie. Petite baisse de batterie que je vais résoudre. Voilà. Très bien. J'ai renforcé l'énergie. Alors, très bien. Alors, donc, ce deuxième paragraphe du communiqué du 20, ce deuxième paragraphe n'est pas vrai. Non, on devrait écrire « La France se tient aux côtés du peuple malien parce qu'elle s'est engagée à poursuivre au Mali ses propres intérêts en s'efforçant de voir avec quel bord du Mali il faut négocier ses intérêts. » Lorsque le Mali est dirigé par un dictateur et que ce dictateur s'impose au peuple, la France négocie ses intérêts avec le dictateur. Lorsque le Mali est pris en main par le peuple malien et que les forces qui dirigent le Mali sont des forces représentatives du peuple malien, la France négocie avec ces forces-là. Voilà ce qu'il fallait écrire. Il fallait aussi ajouter que la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte au profit des pauvres Maliens qu'on aime bien. Non, c'est une lutte pour protéger l'Europe, protéger la France de l'impact de l'extension du terrorisme. Protéger aussi les zones d'extraction du capitalisme industriel et stratégique français. C'est une lutte pour les intérêts de la puissance française. Et ces intérêts de la puissance française passent bien sûr aussi par la prise en considération des intérêts de la République du Mali et du peuple malien. Donc, la France combat le terrorisme pour elle-même d'abord, et avec le peuple malien, les autorités maliennes, en fonction du bord qui détient la puissance ensuite. Voilà la vérité. Troisième paragraphe, elle réaffirme son attachement à la souveraineté, au respect des institutions, à la vie démocratique et à la stabilité du Mali. Ce n'est pas tout à fait vrai. La politique étrangère de la France au Mali a été caractérisée par une tendance, à certains moments de l'évolution de ce pays, à favoriser la fragilisation du gouvernement central du Mali par l'encouragement d'un certain nombre de mouvements sécessionnistes. La France a parfois, à certains moments, favorisé la montée en épingle du sécessionnisme dans le nord, notamment avec les mouvements autonomistes de l'Azawad, contre le gouvernement central malien. Histoire en réalité de s'assurer l'accès aux matières premières moins chères dans cette partie du Mali. Nous connaissons le dossier. Monsieur Le Drian ne peut plus aujourd'hui parler de l'Afrique comme si les Africains étaient des analphabètes politiques et qu'ils ne connaissaient pas les enjeux en cours sur leur continent. Non, la France n'a pas constamment été loyale dans son attachement à l'unité territoriale, à l'unité républicaine du Mali. Elle a souvent joué les rébellions contre le gouvernement central et le gouvernement central contre les rébellions. Le but étant, au final, de faire baisser les revendications économiques maliennes dans l'exploitation des richesses du sol et du sous-sol de ce pays. Car en effet, quand vous avez un gouvernement central que vous laissez fragiliser par un mouvement sécessionniste, le gouvernement central vous vend moins cher les matières premières. Et si le mouvement sécessionniste prend de l'ampleur et que vous l'aidiez à fragiliser le gouvernement central, le gouvernement sécessionniste vous vend les mêmes matières premières moins chères. C'est un jeu. C'est un jeu dans lequel on ne veut pas que le gouvernement central malien soit puissant, parce que s'il est puissant, eh bien, ça va coûter cher d'avoir l'uranium malien, le manganèse malien, l'or malien, le pétrole malien. Ça va être très cher de les avoir. Mais en même temps, si les sécessionnistes deviennent très puissants, eux aussi vont relever les prix.
ça va être très cher d'avoir les mêmes matières premières. Donc on va favoriser la fragilité du côté des sécessionnistes et la fragilité du gouvernement central. Ne jamais laisser naître un État malien fort, une puissance malienne forte, parce que cela voudrait dire la remise en cause à la baisse des intérêts de la puissance impériale française. Donc, vous ne pouvez pas parler d'un attachement constant de la République française à la souveraineté, au respect des institutions, à la vie démocratique et à la stabilité du Mali. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tantôt c'est cela, tantôt c'est le contraire, en fonction des intérêts géopolitiques et stratégiques de la puissance française. Elle encourage toutes les forces politiques et sociales au dialogue pour trouver une solution à la crise profonde que traverse le pays et appelle au rétablissement sans délai d'un pouvoir civil. La France n'appelle pas au retour d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Donc la France a pris acte du fait que Ibrahim Boubacar Keïta, le peuple malien n'en veut plus. Les forces vives du Mali ne veulent plus jamais entendre parler de cet homme à la tête de l'État avec son gouvernement de prévaricateurs, de voleurs, de jouisseurs, de corrompus. Le peuple malien ne veut plus en entendre parler. La France en prend acte. Et elle se range maintenant derrière le processus politique du peuple malien. Elle appelle au rétablissement sans délai d'un pouvoir civil. Elle n'a pas dit au retour d'Ibeka au pouvoir. C'est terminé. Donc en fait, la France se range maintenant du côté du processus politique en cours dans le peuple malien. Elle se positionne comme une puissance bienveillante envers le peuple malien dont elle aimerait accompagner en quelque sorte la reconstruction harmonieuse de la structure politique. Uniquement parce qu'elle s'est rendu compte que son cheval d'hier, Ibrahim Boubacar Keïta, ne tient plus la route et a perdu dans le rapport de force interne malo-malien. Ce n'est donc pas par amour du peuple malien que la France se range derrière le peuple malien, mais parce qu'elle constate que ses intérêts sont désormais liés au processus par lequel le peuple malien va renouveler ses institutions. Les autorités françaises, dernier paragraphe, sont en contact avec les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine et du G5 Sahel pour soutenir leurs efforts. Je tiens à vous rappeler que dans les deux communiqués, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui, M. Le Drian ne rappelle pas exactement les termes utilisés par la CEDEAO pour parler au peuple malien et pour parler notamment aux nouvelles autorités provisoires militaires du CNSP, du Comité national de salut public du Mali. La France ne reproduit pas les termes. Mais en même temps, la France dit qu'elle soutient ces termes. Les deux communiqués que je viens d'analyser vous montrent une France qui utilise ce qu'on peut appeler le langage du soft power. Une diplomatie du langage souple, n'est-ce pas? On peut dire que c'est une France, en tout cas, réaliste, s'adaptant à la réalité du terrain. Une France qui, de toutes les façons, veille essentiellement à ses intérêts et qui est prête à discuter de ses intérêts avec ceux qui s'imposent sur le terrain. C'est cette France qui apparaît ici, n'est-ce pas? On peut dire, globalement, sur les deux communiqués, que bon, c'est une France qui souffle le froid. Mais ce n'est pas bien comprendre la diplomatie française. Si on se limite donc à la compréhension de la politique française à partir de ces deux communiqués, dont je vous ai déjà montré les contradictions. Non, il faut traverser. Il faut traverser et aller voir la France sous son visage le plus sombre. Sous son visage le plus sombre, le plus méchant, le plus cynique, le plus terrible, la France parle à travers une voix particulière qui ne doit pas vous échapper, la voix particulière qui parle pour la France. La France ténébreuse s'exprime à travers la CEDEAO. Elle s'exprime à travers la CEDEAO. Donc je m'en vais vous lire ce que la CEDEAO dit. Parce qu'en fait, ce que dit la CEDEAO, c'est ce qu'Alassane Draman Ouattara, le sous-préfet de la France dans la sous-région, a dicté à la CEDEAO. Alassane Draman Ouattara a fait de la CEDEAO un syndicat de chefs d'État voyous. Un syndicat de chefs d'État voyous. C'est ce dont Alassane Draman Ouattara a fait de la CEDEAO. Donc, je vais sur la page de la CEDEAO et vous allez voir que la même France qui tient ce langage, qu'on peut appeler un langage de soft, n'est-ce pas? Ce langage un peu soft de la même France, eh bien, lorsque ces sous-fifres à la CEDEAO, c'est-à-dire à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'expriment, ce langage est un langage guerrier, un langage agressif, un langage violent, un langage frontal.
Et ce langage-là est celui qui est dicté par Alassane Dramane Ouattara, le commis du colonialisme français en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région africaine de l'Ouest. En réalité, c'est la même France dont je vous ai lu deux communiqués tout à l'heure qui parle à travers la CEDEAO. Et voyez la brutalité avec laquelle il s'exprime. Et là j'ouvre ça et qu'est-ce que je trouve? Je viens ici au niveau de la commission et surtout on va voir ce qui est dit. Commission. Alors, très bien. Déclaration. Déclaration de la CEDEAO. Je prends ce document, je l'avais mis ici, il s'est effacé. Mali. Août, excusez-moi chers amis, le temps qu'elle s'affiche, 2020. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça c'est le communiqué publié hier par la CEDEAO. Voilà. Communiqué sur la situation au Mali, publié hier. Fait à Abuja le 18 août 2020. Voici ce qui est dit. Communiqué de la CEDEAO sur la situation du Mali. La CEDEAO suit avec une grande préoccupation les développements en cours au Mali depuis la matinée de ce 18 août 2020, avec une mutinerie déclenchée dans un contexte sociopolitique déjà très complexe. Cette mutinerie intervient alors que depuis plusieurs mois, la CEDEAO entreprend des initiatives et déploie des efforts de médiation dans toutes les parties maliennes. Aussi, la CEDEAO appelle les militaires à regagner sans délai leur caserne, en demandant à toutes les parties prenantes maliennes de privilégier le dialogue pour résoudre la crise que traverse le pays. La CEDEAO rappelle sa ferme opposition à tout changement politique anticonstitutionnel et invite les militaires à demeurer dans une posture républicaine. En tout état de cause, elle condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel par le rétablissement des institutions démocratiquement élues, conformément aux dispositions de son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Par ailleurs, la CEDEAO réitère sa disponibilité en rapport avec les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux du Mali de continuer à accompagner les parties prenantes maliennes dans leurs efforts pour résoudre la crise. Fait à Abuja le 18 août 2020. Donc, vous notez tout d'un coup. Vous notez tout d'un coup que quand la CEDEAO parle de la situation au Mali, elle menace ni plus ni moins le peuple malien que d'une attaque militaire. Elle menace le peuple malien ni plus ni moins que de procéder par la force au rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son gouvernement. Elle menace ni plus ni moins le peuple malien en lutte contre le régime pourri, corrompu, vassal, France-africain d'Ibrahim Boubacar Keïta. Elle menace les Maliens de représailles, de coups et blessures. C'est ça le communiqué. Et ce communiqué, qui est publié par la CEDEAO, est directement inspiré par celui qui tient la CEDEAO en otage au service de l'ordre de l'impérium français, Alassane Dramane Ouattara. Donc vous voyez très bien que le 18, alors que la France souffle le froid par sa diplomatie, la même France, à travers son instrument vassal, la CEDEAO, et notamment Alassane Dramane Ouattara, souffle le chaud. Donc, la même puissance qui fait semblant de faire du soft power avec les communiqués du ministère français des Affaires étrangères fait du hard power de la diplomatie, de la violence et de la menace à travers ses vassaux, ses esclaves de la sous-région africaine de la CEDEAO. Est-ce que les Africaines et les Africains qui suivent cette conférence peuvent me confirmer que le volume est bon? Est-ce que vous avez compris que c'est la même puissance qui, d'un côté, par son ministère des Affaires étrangères, donne le sentiment de s'ajuster, de s'adapter, et qui, de l'autre, menace le même peuple, les mêmes institutions de les détruire, si elles ne se soumettent pas à sa volonté? Je vous rappelle que la CEDEAO que voilà n'a rien fait de pareil depuis qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara assassine depuis plusieurs jours. Rien de pareil. La même CEDEAO n'a rien fait de pareil depuis qu'en Côte d'Ivoire sont emprisonnés des députés.
ce qui est contraire à tous les textes de la même organisation, des députés, au mépris de leur immunité parlementaire, sont en prison depuis le 23 décembre 2019. La même CEDEAO n'a rien fait. Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution et le protocole de la CEDEAO à propos du respect de la règle de limitation de mandat. La même CEDEAO n'a rien fait de comparable. Elle n'a pas menacé Alassane Dramane Ouattara de coups et blessures. Elle n'a pas menacé Alassane Dramane Ouattara de poursuites. Elle n'a pas menacé Alassane Dramane Ouattara de mobiliser toutes les institutions internationales pour rétablir l'ordre constitutionnel qui est aujourd'hui détruit en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. La même CEDEAO. Quand ça arrive sur le cas du Mali, elle parle comme ça. Alpha Condé est en train de faire ce qu'il veut actuellement en Guinée. Faure Gnassingbé fait ce qu'il veut actuellement au Togo. La même CEDEAO ne fait pas preuve de la même fermeté et de la même énergie. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure que lorsque les intérêts de la puissance française sont garantis par des dictateurs, la puissance française les protège. Et le ton de son bras déguisé, qu'est la CEDEAO, est doux envers les dictateurs. Mais lorsque les intérêts de cette puissance française dépendent désormais de représentants africains qui ont la légitimité populaire, alors le discours de la puissance française se range progressivement derrière ces peuples, derrière ces représentants, tout en continuant à les menacer. Car la puissance française utilise la peur, utilise la menace permanente d'élimination comme étant une variable d'ajustement de la vassalité des Africains du continent. Les mêmes CEDEAO, Nations Unies, Union africaine, Union européenne, des massacres sont commis au Cameroun, jours et nuits. Ces gens ne font rien de tel. Ils ne menacent pas le régime de la même façon. Des massacres sont commis au Tchad. Déby fait ce qu'il veut au Tchad. Et Yadema fait ce qu'il veut au Togo. Sassou fait ce qu'il veut au Congo. Les mêmes institutions font preuve de mollesse. Pourquoi? Parce que ces régimes continuent de garantir la préemption économique, géostratégique de la puissance française sur leur potentialité, sur leur richesse. Donc, il faut que vous vous rendiez compte de la duplicité structurelle de la diplomatie africaine de la puissance française. Donc, c'est incroyable. Quand je lis aujourd'hui la CEDEAO, je me demande si cette CEDEAO est dans la même Afrique de l'Ouest où toutes les violations que je viens d'analyser rapidement sont perpétrées. Alassane Dramane Ouattara viole la Constitution et dit qu'il est candidat. C'est contraire à toutes les règles de la CEDEAO. Silence. Alpha Condé fait pareil. Silence. Toute la sous-région est le théâtre de violations massives de droits humains. Silence. Alassane Ouattara a monté des milices pour poignarder des manifestants aux mains nues. Silence de la CEDEAO. Et soudain, cette CEDEAO prétend aimer tellement le gouvernement malien qu'elle serait prête à organiser une guerre. Qu'elle annonce la fermeture des frontières. Mais allons voir du côté de M. Ouattara. Ce que M. Ouattara qui fulmine de rage, qui est fou de rage, parce que son poulain Ibrahim Boubacar Keïta est tombé. Allons voir ce que M. Ouattara au même moment dit. C'est tout simplement ahurissant. Ce que le gouvernement ivoirien peut dire. Ce que le gouvernement ivoirien peut dire au même moment de la crise malienne. Ce gouvernement qui s'est réuni donc de toute urgence pour, sur la crise malienne, donner des positions extrêmement fortes. Donner des positions extrêmement fortes. Et là, je conclurai par cette position. Le communiqué, alors, c'était un communiqué, je l'ai plutôt par ici, communiqué du gouvernement ivoirien qui se confond carrément avec la CEDEAO, qui se prend pour la CEDEAO, lui tout seul, le gouvernement ivoirien. Un communiqué absolument, mais d'une violence pas possible. D'une violence pas possible. Je regarde ça ici. Qu'est-ce que ça donne? On parle le communiqué d'Amnesty. Je remonte. Il faut que je retrouve ça.
C'est d'une suffisance, d'une violence incroyable de la part du régime. Alors, tac, tac. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai vu ce communiqué par ici. Est-ce que je l'ai ici? Est-ce que je l'ai plutôt là? Excusez-moi, chers amis. Je l'avais pourtant. Regardez. Sous la main. Je vais garder sous la main. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tac, 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 tac. Je remonte là. Peut-être que je vais la voir. Que dit le régime de M. Ouattara? Est-ce que je peux retrouver ça? Excusez-moi, chers amis, je finirai par trouver le dernier communiqué du régime. Alors, communiqué. Mali, gouvernement ivoirien. Alors, très bien. Voilà. Donc, le gouvernement ivoirien, à propos donc de la mutinerie au Mali, a annoncé et a fait savoir que la Côte d'Ivoire ferme ses frontières terrestres et aériennes avec la République du Mali, à la suite donc de la chute de ce régime-là. Je regarde ici, communiqué du 19. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, tac, tac, tac. Je viens là, je viens là. Il y a toute une partie qui est consacrée. Voilà. Alors, je crois que je vous retrouverai ce communiqué particulier de la représentation ivoirienne auprès de la CEDEAO qui illustre parfaitement l'origine de la violence du discours. Je retrouverai ça plus tard. Je conclus et je vous mettrai le document que je cherchais un peu plus tard. Il y a eu une réaction assez détaillée du gouvernement ivoirien sur cette affaire que je ne parviens pas à retrouver. Mais donnez-moi encore 2 minutes, peut-être que je peux la retrouver. Peut-être que je peux la retrouver ici. Voilà. Tac, tac, tac. Alors. Ok, très bien, j'ai trouvé le communiqué. C'est donc un communiqué fait à Abidjan le 18 août, c'était hier, suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août ayant impacté les institutions de la République du Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé le même jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. En application de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le gouvernement ivoirien décide de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali à compter de ce jour, jusqu'à nouvel ordre. Fait à Abidjan le 18 août 2020, Sidiki Diakité, ministre de l'administration et du territoire. C'est-à-dire que quand vous voyez ce communiqué, vous vous rendez compte de la colère qui règne au sommet du gouvernement ivoirien et vous savez qui inspire la violence de la CEDEAO envers le peuple frère du Mali et envers le processus de recouvrement de la démocratie et de l'état de droit au Mali. C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui le bras armé de la diplomatie française dans la sous-région et qui est chargé de son côté de souffler le chaud pendant que la diplomatie officielle française fait semblant de souffler le froid. Et du coup, je peux conclure. C'était vraiment un point d'analyse pour vous inviter à être attentif. Désormais, lorsque vous analysez une situation politique quelconque en Afrique, partout, où est impliquée la puissance française, cherchez toujours
Où se trouvent ces deux fers au feu? Elle a toujours un petit fer du côté des peuples, parce qu'elle n'a pas confiance aux peuples africains. La puissance française, c'est que les peuples africains tiennent à leur autodétermination. Ces peuples veulent accéder à la modernité politique en tout point. Ces peuples veulent être responsables de leur destin, de leur avenir. C'est l'aspiration la plus profonde des peuples africains. Et cette aspiration est incompatible avec les priorités exacerbées, exagérées de la puissance française sur les richesses africaines. Elle a un autre fer, c'est le plus gros fer, toujours pour soutenir les dictatures, soutenir les régimes barbares, les régimes criminels, dans la mesure où ceux-ci parviennent à faire régner ce que M. Ouattara a appelé une paix relative, c'est-à-dire une paix par la force, par la terreur, la paix des cimetières. Voilà comment procède cette puissance. Que tous les peuples africains en lutte, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, sachent bien que c'est à eux de déterminer la politique africaine de la France. Et non à eux d'espérer que la France détermine sa politique africaine en fonction d'eux. Je recommence. Que les peuples africains en lutte sachent que c'est à eux de déterminer par leur engagement, par leur mobilisation, la politique africaine de la France. C'est-à-dire d'obliger la puissance française à se régler sur leurs intérêts prioritaires, à eux, les peuples africains. Il ne faut surtout pas espérer que la politique africaine de la France va prendre en compte prioritairement les intérêts des peuples africains. Cela n'arrivera jamais. Ce sont les peuples africains, à travers des institutions qu'ils tiennent, des institutions qui leur rendent compte. Ce sont eux qui vont imposer à la puissance française de faire avec la priorité que les peuples africains doivent avoir sur leurs intérêts. Et c'est la loi du monde. Dura lex, sed lex. C'est la loi du monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel tes intérêts doivent être prioritairement défendus par toi si tu veux que l'autre en tienne compte dans la poursuite de ses intérêts. Si tu cherches à obtenir que l'autre veille à tes intérêts en même temps qu'aux siens, sache que tes intérêts seront subalternes aux siens, inférieurs aux siens et même parfois abandonnés au profit des siens. C'est tout. Nous avons là un exercice d'analyse de la politique française. Que cet exercice soit un exercice de vigilance, un exercice d'élévation de niveau de vision. Que ce soit un exercice qui nous permette de marcher vers ce qui s'appelle, et j'utilise ici l'expression du président élu de la République du Cameroun, professeur Maurice Kamto, la décolonisation structurelle. La décolonisation structurelle de l'Afrique. Nous y travaillons. Et nous travaillons là sur les structures mentales. Les structures mentales de l'homme, de la femme africain, qui doivent être adaptées à l'analyse de la géopolitique monde. Je vous souhaite, peuples africains, peuples frères du Mali, peuples africains de tout le continent et de la diaspora, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Et bravo au peuple malien que j'exhorte à ne pas laisser la CEDEAO mettre les pieds dans ses affaires, à ne pas laisser le satrape Ouattara mettre les pieds dans ses affaires et à ne pas espérer de la puissance française qu'elle adopte une position qui sera en faveur des intérêts maliens. Non, que le peuple malien veille bien ses intérêts et les défende crânement, jusqu'au bout. Que l'armée malienne se range totalement au cœur et du côté du peuple malien. Et que naisse un gouvernement civil de qualité, un État malien fort, un grand État malien d'Afrique. Qu'il naisse maintenant. C'est une chance pour que ce chantier soit ouvert. En tant que fils de l'Afrique, nous nous tenons à la disposition du peuple malien pour l'aider en tout point où ce sera de besoin. D'ailleurs, à propos du Mali, point besoin de le dire, je suis un professeur du peuple malien. Depuis 2012, j'ai formé 8 générations, 8 années universitaires dans ce Mali. Donc j'apporte ma part au Mali et j'ai amplement voix au chapitre en tant que fils de l'Afrique.